Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Des interviews d'experts, de penseurs et d'acteurs d'un monde en mouvement pour comprendre ce que demain nous prépare et s'y préparer. Pour ce deuxième épisode, je parle à Timothée Boitouzé, inventeur d'un nouveau matériau, le bois augmenté, et fondateur de Woodoo, une start-up qui vise à exploiter cette innovation pour en faire notamment le matériau de construction du monde post-hydrocarbures qui se prépare. Timothée est jeune, brillant et fondamentalement optimiste sur l'avenir. Nous parlons ensemble de son parcours, de ses projets, mais aussi de sa vision de la science et du rôle qu'elle peut jouer pour adresser les grands défis écologiques et économiques de demain. Bonjour Timothée. Salut Julien. Bienvenue sur Sismic. Donc on a déjà un peu fait connaissance et je suis super content de pouvoir reprendre la conversation avec toi et de pouvoir partager tout ça avec d'autres personnes qui vont écouter cet épisode, parce que je trouve que ce que tu fais en fait est assez fou et on va en parler. Merci. On est là pour ça. Et Sismic est encore tout nouveau et donc je me permets donc de te rappeler le concept. On parle du futur et on essaie de jouer à se projeter pour savoir de quoi demain sera fait, mais surtout finalement on essaie de comprendre ce qui se passe maintenant et ce qui est en train de, plus particulièrement, de changer un peu les règles du jeu, la manière dont les choses fonctionnent. Toi, donc pour le coup, tu as pour ambition de faire bouger certaines choses, et une chose en particulier, un domaine en particulier, qui est celui de la construction, ou plus largement des matériaux de construction et des matériaux de design aussi pour le moment. Est-ce que peut-être que justement on peut commencer par là, et est-ce que tu peux commencer par me parler de ce que tu fais en ce moment, Bien et sûr. sur quoi tu travailles et quel sujet occupe tes nuits et tes jours? Oui, bien sûr. Donc Woodoo, donc c'est une technologie donc de bois augmenté qui a des propriétés physiques et optiques complètement nouvelles que j'ai commencé à développer pendant mes études aux États-Unis, à Harvard et au MIT. Ensuite, j'ai ramené l'innovation en France et maintenant je la développe. Et donc l'objectif, ça s'inscrit dans un contexte où finalement on se rend compte que les matériaux, c'est une industrie qui émet énormément de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur de la construction. Donc 2,5 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère tous les ans. Ça, c'est en gros plus que toutes les voitures qui circulent sur la surface de la planète. Donc dans un contexte urbanistique, moi, pour le rappeler, je suis architecte, je suis ingénieur en matériaux aussi, et vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense que le 21e siècle en a besoin d'apporter des nouveaux matériaux dans une industrie qui construit avec les mêmes matériaux depuis l'Antiquité. Il y a beaucoup plus de matériaux intelligents dans ton téléphone ou dans la télé, qui est une industrie très récente, de 2 ou 3 décennies. Par contre, dans l'industrie de la construction, on construit avec exactement les mêmes matériaux depuis très très longtemps. Donc, c'est une industrie qui est vraiment propice à être disruptée dans le bon sens du terme, ou être rénovée, où on peut apporter des innovations de rupture. Donc, le matériau développé, il est plus résistant au feu, il est imputrescible, il est plus rigide. Bref, s'il y a un avenir de construire des tours en bois, ça va être avec ce matériau. En gros, pour le rappeler, les deux grosses tendances qui vont se passer au niveau du monde demain dans la construction, c'est que les villes vont être vraiment densifiées. Il va y avoir 75% de l'humanité qui va vivre dans les villes d'ici à 2050. Et on va devoir construire plus haut. On va devoir construire avec des matériaux différents pour densifier cette ville, mais sans venir émettre énormément de gaz à effet de serre. D'accord, donc en gros aujourd'hui c'est un matériau, si j'ai bien construit, voilà, c'est du bois. Oui. Qui n'est pas encore prêt pour construire des tours, mais ton ambition c'est que ça remplace le béton demain, c'est ça? C'est ça, ouais, que ça soit vraiment le matériau de prédilection des constructions de demain. Donc la construction, c'est le secteur à long terme, mais quand tu développes un nouveau matériau, d'autant plus le bois qui est un matériau qu'on a utilisé de tout temps dans toutes les industries. Donc on va commencer par l'industrie du luxe et de l'intérieur automobile, tout ce qui touche à la mobilité durable. Donc c'est l'intérieur automobile, c'est aussi les bateaux, les avions, les trains, etc., mais pour des éléments d'intérieur. Ensuite, pour le mobilier, le design, etc., et à la fin, pour le secteur de la construction. En gros, on commence petit, et après, on grossit sur des marchés de plus en plus importants. D'accord. On va peut-être revenir un peu en arrière. Comment t'es arrivé, en fait, à faire ça? On peut parler de ton parcours, mais on va y revenir, mais surtout la genèse de ce concept, justement, de Woodoo. Et pourquoi, c'est quoi? C'était une ambition, un souhait de faire quelque chose
au niveau écologique, ou c'est parti d'une découverte, tu t'es dit tiens, ça tombe bien, il y a un marché pour ça et en même temps c'est pertinent, comme c'est un petit peu chaque découverte, ça se fait pas par hasard, on cherche forcément quelque chose de nouveau, mais on tombe un jour sur une innovation. On cherche dans cette direction-là, mais on sait pas véritablement ce qu'on va trouver. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, moi j'ai fait mes études d'architecture au Japon. D'accord, tu étais architecte à la base. Voilà, okay. J'étais architecte à la base. J'étais au Japon, je me suis énormément intéressé au bois. J'ai travaillé chez plusieurs grands architectes comme Sana, c'est ceux qui ont fait le Louvre à Lens, ou Herzog et de Meuron, c'est ceux qui ont fait le stade des JO de Pékin. Et tu te dis, je suis en train de travailler sur des grands manifestes du 21e siècle, c'est génial, mais on construit avec des matériaux qui sont pas eux-mêmes très innovants. Donc là, j'ai décidé de mettre de côté ma carrière d'architecte et de continuer mes études, plutôt sous la forme de la chimie et de la biologie, pour finalement, mon histoire, c'est l'histoire d'un architecte qui invente son propre matériau pour que les bâtiments de demain soient en phase avec le 21e siècle. Et parce que t'es parti du constat qu'il y avait un problème par rapport à ces matériaux, et parce que t'as vu des faits, enfin, t'as commencé à t'intéresser à d'autres sujets, tu t'es dit, ok, c'est pas tenable à terme, je vais pas juste construire des bâtiments, je vais essayer de réfléchir à comment on rend tout ça durable. C'est ça, oui. L'architecte pense l'architecture dans son contexte de manière générale, donc la ville, de manière plus large. Par exemple, dans les années 50, les architectes, ils allaient au-delà du simple fait de construire. C'était pas un objet, le bâtiment, comme on peut le concevoir aujourd'hui ou comme on conçoit des monuments. L'architecture, ça avait un sens beaucoup plus large, où on venait, dans les années 50 en tout cas, faire en sorte que la ville soit en phase avec la modernité ou les besoins de l'après-guerre. Avec des bâtiments qui ont l'eau courante, tu vois. Donc l'architecture, faut moins la concevoir en termes d'objets qu'en termes de technologie de manière globale qui apporte à la ville. Et pour moi, ce que je me suis dit là, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur les matériaux nouveaux, c'est que en dépassant le cadre de l'architecture, on a besoin de nouvelles technologies pour construire la ville de demain, qui doit se construire avec des matériaux plus durables. Ça a été quoi le déclic? Enfin, s'il y a eu un déclic, ou alors est-ce que c'est venu progressivement, mais... C'était quand j'étais à Tokyo, avec une ville surdensifiée, où tout le monde a des appartements de 10 mètres carrés, où on se dit, alors d'accord, là c'est l'étape 1, et puis l'étape 2, d'ici 20 ans, ça va être encore plus densifié. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on construit la ville de demain? Et avec tout ce qui est réchauffement climatique et autres, comment on arrive à trouver une solution, quoi. Le déclic, c'est que tu t'es dit, là il y a un sujet important, qui est celui des matériaux, qu'il va falloir adresser. Donc, moi, architecte, je vais changer de voie pour les regarder. Donc, tu as repris tes études, c'est ça? Exactement. Moi, je pense que vraiment l'architecte, il doit pas avoir une vision top-down sur sa profession, dans le sens où il est juste là pour dessiner un bâtiment. Il doit vraiment contrôler le processus créatif, si on peut dire, ou la construction, à toutes les échelles. De l'échelle du bâtiment à l'échelle moléculaire du matériau avec lequel il construit. Et c'est ça, quasiment pas l'œuvre d'art totale, mais comment tu contrôles toutes les échelles. Et c'est ça un peu le grand kiff de la création aussi. Tu contrôles toute la création de l'objet ou de son environnement, de la ville, etc. jusqu'à l'échelle invisible qui est l'échelle moléculaire de ton matériau. Ça, c'est complètement nouveau comme manière de faire de l'architecture. Les architectes essayent souvent de contrôler plusieurs échelles, mais descendre jusqu'à la composition chimique du matériau, ça s'est jamais fait avant. Donc on peut peut-être parler justement un petit peu de ta trouvaille, pour mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Mais t'en as déjà beaucoup parlé, mais rapidement pour qu'on comprenne un peu ce que c'est, ou comment tu l'as développé, où ça en est. Oui. Alors pour le faire rapidement, on prend du bois, donc c'est du bois massif, c'est du bois comme on pourrait trouver dans la forêt. Donc c'est pas du bois reconstitué, c'est vraiment du bois massif. On vient en extraire un composé qui est en gros le ciment qui tient toutes les fibres ensemble, qui s'appelle la lignine. On l'extrait, on l'isole, et ensuite on remplit le squelette du bois, parce que le bois c'est fait en grande partie d'air en fait. Une fois qu'il est coupé et qu'il y a plus de sève dedans, le bois il est constitué entre 50 et 90% d'air. Donc cet air-là, on le remplace par une résine végétale qui vient se greffer au squelette du matériau et qui lui donne des propriétés nouvelles. Donc je la refais en mode simple, on prend du bois, on extrait la lignine, on remplit les cavités et on a un nouveau matériau qui est beaucoup plus solide et la lumière peut passer au travers.
Et selon avec quoi tu le remplis, les propriétés changent, c'est ça? Tout à fait. Tu peux doper ta résine de manière à ce que le matériau ait des nouvelles propriétés. Mais bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui qu'on peut pas tout à fait révéler parce que bon, tout ça c'est sujet à brevet. On peut pas aller trop loin dans les explications, mais en gros, ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue conceptuel, c'est que le bois, on l'a souvent vu comme un matériau primitif. On l'a souvent vu comme un matériau vernaculaire. Qui est en gros pas le degré zéro de l'innovation en architecture, enfin en matériaux quoi, mais vraiment un matériau brut primaire comme la pierre quoi. Certainement que quand on est sorti des cavernes, on a commencé à construire avec du bois. Donc de prendre ce matériau-là ancestral et d'en faire un matériau high-tech, je trouve que c'est en phase avec quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on commence à percevoir aujourd'hui, qui est l'ère du futur primitif, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve soit des techniques ancestrales du passé, soit des matériaux anciens qu'on réinvente avec les technologies, et ça voilà. Donc l'ère du primitive future. Du coup, elle est simple ta technique, elle est c'est quoi? Tu prends du bois que tu recycles, c'est un processus qui pollue aussi? Non, là, on est une clean tech, donc la raison d'être de cette entreprise, c'est d'apporter sur le marché une nouvelle technologie qui soit bien pour l'environnement. Donc, on est vraiment que sur des procédés verts, on est sur des process de la chimie verte. Donc, tout ça, c'est des process qui sont... La suite du processus est complexe. Par contre, chaque étape en soi est relativement simple. On n'a pas besoin de construire une nouvelle machine non plus pour produire ce matériau. On peut utiliser des machines de production qui existent dans l'industrie du bois, par exemple. Et pour le passage à l'échelle, si demain on se dit que on va remplacer le béton, comment ça se passe? Enfin, c'est faisable vraiment ou... Oui, bien sûr. Alors c'est pour ça qu'on commence pas tout de suite par le secteur de la construction parce que c'est pas vraiment un problème. La mise à l'échelle, c'est plus un problème de capacité de production. Il faut avoir, donc une façade c'est 30 000 m², il faut avoir au moins 2-3 usines pour en faire une. Quand une start-up démarre, d'autant plus comme la nôtre où on a 1 an et demi d'existence, on n'en est pas à avoir 4-5 usines pour produire. Donc on produit en petit volume. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse plus particulièrement au secteur du luxe, qui nous permet par exemple de faire la lunetterie, l'horlogerie et de donner une très belle image à ce matériau sur des petits volumes. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le côté ville de demain. Et pour repartir un peu du pourquoi tu fais ça, est-ce que tu peux m'expliquer quel est le problème finalement avec le béton? Le béton ou d'autres matériaux? Enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'on utilise le plus aujourd'hui, mais oui. J'ai le béton en tête. Alors bon, on peut parler du béton. Le béton, c'est inventé par les Romains. Le béton, on a l'impression que c'est un matériau nouveau, hein, mais en fait, c'est très vieux comme matériau. Le problème du béton aujourd'hui, c'est du sable, des graviers. Voilà, c'est que déjà il y a plus énormément de sable disponible. On est obligé d'aller le chercher loin, on est obligé d'aller le chercher en Arabie Saoudite. On vient prendre du sable sur les plages, par exemple. Après, on est obligé de le traiter parce qu'il y a du sel dedans. Si tu l'utilises comme ça va faire rouiller tes structures et en gros, ton béton va être juste inutilisable. Donc, pour faire simple, le problème du béton, c'est que c'est des ressources qui sont des ressources finies, le ciment, les graviers, etc. Et on a besoin d'aller chercher ces ressources relativement loin. Après, c'est un process qui est énergivore et rien n'est recyclable dans le béton. Il n'y a rien qui est renouvelable. À part l'eau qu'on utilise, rien n'est renouvelable dans le béton. Donc, aujourd'hui, pour moi, le futur des matériaux, c'est les matériaux qui poussent tout seuls, comme le bois. Parce qu'on n'a pas besoin d'énergie pour le faire pousser, ça pousse. Après, on le prend, on le transforme avec un process relativement simple et ça devient un matériau haute performance. Le béton a eu son temps et il aura encore beaucoup d'impact au XXIe siècle, ça va être important. Par contre, il va petit à petit être challengé par d'autres matériaux qui seront plus éco-responsables, qui vont permettre de faire des choses complètement dingues, des tours de 700 étages ou voilà, avoir des propriétés de capter du CO2 et autres. Il va y avoir des matériaux high-tech qui vont émerger. Il y a d'autres types de matériaux que tu as en tête? C'est-à-dire des matériaux nouveaux, des matériaux liés notamment à la construction, et parce que tu dis, pour faire des tours comme ça, t'as le bois en tête ou t'as aussi d'autres types de béton moins polluants ou... Alors il y a plusieurs types de béton. Toi tu parlais du béton classique type béton armé, mais il y a du béton aussi où on peut intégrer par exemple des capteurs qui viendraient créer de l'électricité par exemple. Donc ça viendrait capter la chaleur et puis ça la transformerait en énergie. T'as du béton, mais alors ça c'est vraiment... C'est pas encore sur le marché, hein, c'est quasiment que des concepts, mais du béton qui viendrait capter quelque part le CO2.
J'en connais pas plus que ça parce que je me suis moins intéressé à ce matériau-là qu'à des matériaux renouvelables, mais il y a énormément de nouveaux matériaux qui arrivent et qui vont être des vrais disrupteurs sur le marché. En termes de ressources, si demain on se dit que tous les immeubles sont remplacés, enfin tout le béton est remplacé pour construire les immeubles par du bois, comment ça se passe? On coupe plus de forêts, on les fait pousser plus vite, t'as pensé à ces sujets-là ou pas? Bien sûr, c'est un sujet central. Par exemple, quand on voit la perspective qu'aura notre matériau, on nous pose souvent la question de la déforestation. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez couper toutes les forêts. En fait, il faut réaliser que dans un contexte comme la France, déjà, il y a 50% du bois qui pousse tous les ans qu'on n'utilise pas. De manière encore plus simple, sans mentionner beaucoup de chiffres, on réalise que des arbres, il y a beaucoup d'arbres qui sont des arbres faibles. Par exemple, le peuplier, le tremble, le charme, on se chauffe avec. Ils sont trop fragiles, il y a trop d'air dedans, on peut rien en faire. Donc ces essences-là qui sont inutilisées, si on les transforme en matériaux de performance, on utilise un excédent qui n'est pas utilisé ou très peu via du bois de chauffage, quoi. Donc voilà, on va pas venir taper dans le stock primaire de la forêt française, mais on va utiliser tout l'excédent qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de bois en France depuis le Moyen-Âge, en fait. Donc avant de se poser la question de vraiment la déforestation, on a une certaine marge. Ensuite, quand on se rapprochera de cette limite, on aura une entité qui sera une NGO où on viendra planter des arbres pour rester dans ce cycle vertueux de on prend des arbres, on en replante, etc. Mais je réponds à ta question? Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, de toute façon, c'est uncharted, hein, comme on dit. C'est-à-dire que il y a plein de choses dont on se rend pas compte, et c'est. Bien sûr. J'imagine que d'autres challenges arrivent, d'autres défis arrivent à partir du moment où ça passe à l'échelle, comme pour tout. Tout à fait. Et c'est un sujet qui est assez complexe, hein, le sujet de la masse forestière. En tout cas, il y a énormément de ressources en France qui sont pas inexploitées. Donc, on va utiliser nos ressources ici et transformer tout ce bois de rebut, si je puis dire, en matériaux de performance. Une autre chose, à l'université de Berkeley, par exemple, il y a des chercheurs qui travaillent sur comment faire pousser le bois plus vite. Donc on peut vraiment, transformer un petit peu l'origine, comment est-ce que le bois se crée au niveau des liaisons et de la multiplication des cellules pour faire en sorte que ça se fasse plus vite. Voilà. Et ça, on est où ça? Parce que je sais que tu m'en avait parlé brièvement quand on s'est rencontrés la première fois, et je trouvais ça assez étonnant, et ça me permet d'ouvrir justement sur un autre sujet qui est ta vision en fait puisque t'es un scientifique, ta vision de la science et de la manière dont ça progresse en général, puisqu'on n'est pas là aussi parler du futur, donc on va un peu sortir de ton sujet directement. Donc t'as inventé un nouveau matériau, tu connais des gens qui inventent des choses autour de toi, tes potes, tes amis. Je voudrais parler un peu de ton point de vue sur du coup la capacité justement de la science à résoudre les problèmes qu'on voit émerger. Donc on parle des ressources, mais on peut étendre aux grands problèmes qu'on connaît tous, le climat, l'extinction des espèces, etc. J'ai l'impression que tu as une vision très positive par rapport à ça. Pourquoi? Parce que tu vois des choses concrètes se développer. Donc ça, c'est un très bon exemple qui est de dire, OK, on a un problème par rapport aux matériaux. Moi, j'invente un matériau qui est fait à partir de bois. Et en plus, j'ai mon pote à côté qui est en train de faire pousser un arbre en 2 jours au lieu de, ouais. Au lieu de 20 ans. Quel est ton point de vue par rapport à la science? T'es plus du côté d'Elon Musk ou comment ça se passe? Alors, bon. Pour moi, il y a 3 types de personnes concernant le futur. Il y a les négationnistes, il y a ceux qui disent bon, le réchauffement climatique ça n'existe pas, c'est un délire de scientifiques, de toute façon il y a des cycles dans le climat, c'est normal, ça se réchauffe, ça refroidit, voilà, donc tout ça c'est un grand mensonge. Bon, très bien. Après, il y a les réductionnistes, ceux qui disent oh là là, c'est vraiment alarmant tout ce qui se passe, faut tout arrêter, arrêtons le capitalisme, arrêtons la croissance, allons tous à la campagne, vivre dans une maison en chambre, cultivons notre potager, ça va être génial. Voilà. Et il y a les interventionnistes qui sont finalement ceux qui disent ok, il y a des problèmes réels, on peut pas demander à tout le monde de changer leur style de vie, donc il va falloir trouver une solution. Cette solution, elle est essentiellement technologique. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va marier la nature et la technologie, puisque c'est le seul moyen qui nous reste, pour réussir à tous continuer à vivre sur cette planète pour les siècles à venir. Parce que vu tous les enjeux qu'il y a, notamment climatiques, l'humanité va difficilement être capable de passer le cap des 2100 si on continue sur cette lancée. Donc voilà, Elon Musk c'est un peu dans cette thématique-là. Donc lui c'est un interventionniste. Sauf que lui il veut plutôt, il se prépare en disant on va voir ailleurs si jamais on doit quitter le vaisseau, c'est un peu ça aussi.
C'est interventionniste pessimiste dans le fond. C'est un interventionniste curieux et qui suit sa passion de l'exploration spatiale, qui finalement est un truc qui est super, l'exploration spatiale. Après, aller tous vivre sur Mars, je pense que il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, mais en termes de d'envoler, si je puis dire, vers un inconnu qui est plutôt inspirant, aller explorer l'espace et se demander si on trouvera des intelligences extraterrestres, c'est assez intéressant, oui, comme thème. Du coup, justement, dans cette communauté, que tu la connais un peu en France, tu la connais aux États-Unis et même dans d'autres pays, ces questions-là se posent, ou il y a un peu de naïveté justement par rapport à ces enjeux, et on se dit que de toute façon on va y arriver. Enfin, j'aimerais bien un peu comprendre. On avait notamment, j'aimerais parler justement de la différence aussi, de l'importance de la culture justement dans ces points de vue. Où en France, moi je rencontre beaucoup de personnes qui ont un point de vue forcément un peu plus pessimiste, puisque l'optimisme de manière générale est pas notre fort, mais il y a un vrai mouvement, comme tu disais, autour de la décroissance, des réflexions sur ces sujets-là, avec du coup moi quelque chose de positif qui est une prise de conscience de ces enjeux. Mais aux États-Unis, j'ai plus l'impression que c'est la Silicon Valley qui pilote un peu ça, avec cette attitude, cette idée que de toute façon on va arriver à trouver une solution. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont naïfs, ou ils se rendent compte des enjeux, mais ils y croient parce qu'ils voient des choses que nous on voit pas forcément? Bon, alors, la Silicon Valley, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la culture américaine, c'est plus des doers que des thinkers. Ils sont extrêmement pertinents pour tout un courant de pensée, mais ce qui caractérise les Américains, c'est vraiment d'être des activistes, de faire des choses, des doers, des entrepreneurs. C'est vraiment un peuple d'entrepreneurs, les Américains. Donc, d'autant plus dans la Silicon Valley, il y a énormément de cash disponible pour faire des choses. Donc, plutôt que de penser, ils ont des espèces de grands moonshots, et tout est fait pour ça. Tout est fait pour expérimenter des trucs complètement barjots, parce qu'il y a le cash disponible, il y a des entrepreneurs complètement mégalos et super, enfin pour certains, et ils travaillent sur des grands projets, mais c'est un grand laboratoire en fait. C'est un grand laboratoire de mecs qui veulent changer le monde, mais qui le font vraiment. C'est presque, je sais pas si tu connais la série Silicon Valley, justement, où tout le monde se présente comme une start-up qui veut changer le monde, et j'ai lu pas mal d'articles justement qui étaient un peu critiques maintenant par rapport à ça, sur cette attitude dans la Silicon Valley. En fait, j'ai du mal à faire la différence entre ceux qui veulent effectivement développer quelque chose pour avoir un impact positif et ceux qui mettent une étiquette parce que ça fait bien. Toi, tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de business qui se montent et qui vont dans ce sens-là et qui essaient de chercher des solutions. Quelle part ça représente en fait de la recherche? Est-ce que la recherche est effectivement majoritairement orientée vers la recherche de solutions, ou est-ce que elle est orientée vers un développement de choses qui finalement qui sont toujours plus complexes et qui résolvent pas le problème? Ça dépend. C'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment. Il y a autant d'entrepreneurs que de plantes dans la nature que de projets différents. Donc c'est infini. Donc on peut pas faire de généralité là-dessus. Je peux pas te dire oui, la majorité des entrepreneurs ont un projet qui vise à s'enrichir personnellement, mais en fait ils ont pas un vrai projet. Ou non, les entrepreneurs sont tous des mecs géniaux qui veulent changer le monde. Ça dépend complètement. Hein. Mais en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils mettent toute leur énergie dedans, quel que soit leur but, soit c'est de changer le monde, soit de s'enrichir, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que t'as certains projets chaque projet a un destin en fait. Et ce destin, il est très complexe parce que ça dépend de la demande du marché, ça dépend des tendances de fond, et voilà. Donc là, une chose est claire, si l'entrepreneur n'est pas passionné par ce qu'il fait, c'est impossible d'aller au bout de ce projet. Pour revenir à Elon Musk, t'as pas mal de gens qui vont lui reprocher de mettre beaucoup de moyens et beaucoup d'énergie à faire des choses qui, typiquement, à essayer d'aller sur Mars, à faire des choses qui ne sont pas urgentes ou qui sont pas essentielles pour résoudre les problèmes, je sais pas, qui parlent sans aller sur la fin dans le monde, etc. Mais pour le problème du climat, par exemple. Toi, t'aurais plutôt tendance à dire, bah oui, mais effectivement, il se trompe de direction, où il faut aussi des gens comme ça, et puis il y a suffisamment de gens à côté qui bossent là-dessus. Ouais. Non, alors il y a beaucoup de haters de manière générale, surtout quand
quand quelqu'un commence à devenir hyper cool comme Elon Musk et que il va jusqu'à balancer sa propre voiture dans l'espace, c'est quasiment un acte artistique, ça, enfin c'est assez génial. Mais bon, bref, quelle est l'utilité d'envoyer sa Tesla dans l'espace? Oui, tout le monde va dire enfin tout le monde va avoir son opinion sur le sujet, mais au final on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est que Elon Musk, il inspire d'autres personnes à entreprendre et à faire des choses. Et à un moment donné, moi je suis plutôt un optimiste qu'un pessimiste. Je me dis que quelle que soit la direction dans laquelle, ou quels que soient les thèmes sur lesquels il travaille, au final, je pense que on va plus trouver des choses intéressantes que des choses néfastes. Donc, qu'Elon Musk ait envie de nous envoyer sur Mars, après la question, ça sera est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller, mais la quête et tout l'armada technologique qui va nous permettre d'arriver à ça va certainement nous permettre d'arriver à plein d'autres technologies qu'on n'avait pas imaginées. Donc, de manière générale, moi, je suis plutôt un doueur et je respecte les gens qui font des choses. Plutôt que les haters qui disent enfin j'aimerais bien les voir les haters pour voir quel est leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font eux pour changer le monde. Pour revenir justement sur les matériaux et la limite des ressources, est-ce que tu as une idée de quelle est cette limite, par exemple pour le béton, pour le sable? Est-ce que c'est pour la construction de manière générale, est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans 5 ans, 10 ans? Je sais pas si tu as une connaissance là-dessus, mais quelle est l'urgence, l'urgence, remplacer... C'est qu'on racle le fond des rivières et que ça commence à poser des problèmes, mais... Ouais, ça, sur les ressources en sable, on voit que y a beaucoup... Enfin, si on va chercher le sable jusqu'en Arabie Saoudite et qu'il n'y a plus beaucoup de plages disponibles, c'est que on a épuisé pas mal de ressources, quoi. Y a les ressources en pétrole aussi. C'est-à-dire, en gros, pouvoir se fonder sur des ressources qui sont des ressources renouvelables, dans tous les cas, ça sera toujours mieux que de travailler sur des ressources finies. On est d'accord? Parce que d'une part, c'est intéressant parce que ça pousse tout seul, personne n'est là pour gérer tout ça. Un arbre pousse, enfin, après il faut gérer les forêts, etc. Hein. Je vois déjà tous les forestiers qui vont me tomber dessus. Mais ça demande beaucoup de gestion et beaucoup d'entretien, et puis aussi pouvoir... donc couper ces arbres, les gérer par les coopératives, etc. Mais de manière générale, en pur terme de ressources, pouvoir capitaliser sur des ressources qui sont renouvelables et qui vont se renouveler à l'infini, d'un point de vue business, d'un point de vue environnement, d'un point de vue industrie, c'est super vertueux. Après, pour moi, je suis pas voyant, donc pour te dire, oui, en 2070, on n'aura plus de sable pour faire du béton, ni... on pourra toujours aller chercher de plus en plus de ressources, on le voit aujourd'hui avec le pétrole. Il n'y a plus beaucoup de pétrole au Koweït qui sort directement à même le sol, on est obligé d'aller transformer du sable bitumineux pour faire du pétrole, mais on arrivera toujours à trouver des ressources, mais ça va être de plus en plus complexe. Et il y a un moment donné où on est sur une sorte de paradoxe ou de paroxysme. De moins en moins rentable, du coup. Voilà, de moins en moins rentable. Plus exploitable, ouais. Oui. Mais si tu fais des exploitations de plus en plus grosses, t'arrives toujours à trouver des économies d'échelle qui peuvent être intéressantes, mais à un moment donné, ça devient absurde. Donc on peut continuer dans l'absurdité et arriver à des produits qui sont toujours compétitifs, etc. Mais ou alors on réfléchit à la tendance de fond qui sont de changer son fusil d'épaule et plutôt de développer des industries émergentes. Mais on l'a toujours fait depuis la première révolution industrielle avec les trains, l'émergence de l'automobile. Enfin, l'humanité, c'est ça qui est génial, et la nature hors du vide, l'humanité aussi. Quand il n'y a pas de solution, on en trouve. Donc toi, selon toi, on n'est pas à un moment particulier de l'histoire où justement c'est pas un cycle comme les autres. On est encore capable de trouver des solutions par rapport à cette problématique-là, notamment modifiant le vivant. On le sera toujours. Modifions le vivant, oui. Alors ça, c'est une thématique. Si tu veux qu'on la traite tout de suite, on peut. Hein. Tu veux qu'on la traite tout de suite? On peut la développer dans une ou deux questions. Juste pour clore sur ce que tu disais avant, moi je pense qu'on sera toujours capable de trouver des solutions à des problèmes urgents, parce que de tout temps l'humanité a fait ça, et encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec l'ordinateur, avec la puissance de calcul et avec vraiment des problèmes qui sont pressants.
on va trouver énormément de solutions à tout ça. C'est un peu comme une seconde renaissance en fait. Je pense que là on est vraiment à un moment de l'histoire où il y a plein de disciplines qui n'ont carrément rien à voir, l'architecture et la chimie. Quel est le pont entre l'architecture et la chimie? C'est un pont qui est très vertueux. De manière générale, l'innovation, je pense qu'on dit souvent il n'y a plus rien à inventer, tout le monde a tout inventé, mais c'est complètement absurde de dire un truc pareil. Il y a énormément de disciplines qui n'ont pas été connectées. L'innovation, c'est connecter des disciplines qui ne l'ont jamais été. Les mathématiques et les neurosciences, la psychologie et la botanique, ça peut vraiment être ce qu'on veut. Mais il y a des terrains fertiles sur lesquels on va trouver des choses intéressantes. Donc tout reste à inventer. Du coup, ça rejoint un peu ce principe de singularité dont on entend un peu parler, qui est le point à partir duquel, en fait, on peut plus prévoir ce qui va se passer. Il y a une singularité écologique dont on parle, qui est liée au climat, etc. Ou je sais pas si la température augmente de 3-4 degrés, on ne sait pas ce qui va se passer et les personnes le savent. On est à une période au niveau de la science où c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui se développent de manière exponentielle. Toi, tu dis qu'il suffit de connecter certaines de ces technologies ou de ces découvertes de manière inattendue pour que on ait des bonnes surprises. Enfin, il suffit. Des innovations de rupture, ouais. Des innovations de rupture, et que du coup, c'est très difficile de prévoir si oui ou non on va être capable finalement d'arriver à trouver des solutions viables. Bien sûr. Et que du coup, il faut y croire et continuer de chercher. C'est un peu cette bien logique. Sûr, c'est jamais une certitude. Si tu parles à n'importe quel scientifique, le scientifique va te dire, il y a de grandes chances que ce que je fais en ce moment, ça ne marche pas. Parce que l'échec, c'est le quotidien de la science, pas la réussite. L'échec, c'est vraiment la journée normale du scientifique. Un jour, dans sa carrière, il trouve un truc extraordinaire et ça va illuminer toute sa vie. Mais il y a de grandes chances pour que ce moment-là n'arrive pas. Et quand tu développes une innovation, de rupture ou pas de rupture, il y a de grandes chances pour que ça marche pas. Encore plus quand tu touches à des domaines qui sont le vivant, qui sont extrêmement complexes. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est comment? C'est plutôt positif? On est dans une bonne phase par rapport à ça? C'est facile de développer des choses, de tenter des choses, ou? Bon, il y a énormément de moyens mis à disposition pour travailler sur des projets technologiques. On le voit dans la Silicon Valley, on le voit notamment avec SoftBank Vision Fund, qui a énormément d'investissements disponibles pour le mettre dans des projets technologiques qui sont assez révolutionnaires. Ensuite, les investisseurs, ils veulent un retour sur intérêt, donc ils sont pas là pour mettre à disposition de l'argent qu'un entrepreneur fou va complètement cramer, mais en tout cas, si cet entrepreneur fou leur montre que ça va être le projet de demain et s'il y arrive, il y a beaucoup d'étapes dans un projet de start-up. Rapidement, tu as des preuves qui te permettent de dire que ça va marcher, et c'est à ce moment-là que on abonde encore plus en financement. Mais là où je suis assez positif, c'est qu'il y a des financements disponibles pour faire des grands projets, et que tant les entrepreneurs que les VC, les venture capitalistes, travaillent de plus en plus la main dans la main pour faire des grands projets, et qui sont tout autant rentables que bons pour le futur. Et avec de plus en plus aussi d'investissements vers des choses à impact positif, si j'ai bien compris. Il y a des nouvelles qu'on va sortir, comme le président de BlackRock, un des plus gros fonds d'investissement qui exige des dirigeants sur lesquels il investit, de se poser la question d'impact, c'est ça? Il y a d'autres choses comme ça que tu vois arriver. Ça évolue de comment, en fait? Le président de BlackRock, lui, ce qu'il veut, c'est que sur le long terme, c'est ça. L'entrepreneur, voilà, ne voit pas la rentabilité à 1 an de sa boîte, mais soit capable un petit peu, comme la Silicon Valley, de nous dire qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans. Et en quoi est-ce que cette technologie-là, elle va avoir un impact demain, mais que ça va vraiment être le gros game changer qui va avoir un impact énorme, non pas demain, mais après-demain, etc. Donc, c'est de plus en plus courant de demander, parce que on est vraiment encore plus dans tu parles d'un truc particulier là qui est les tech numériques. Donc juste pour le rappeler à ceux qui nous écouteront, il y a les tech et les deep tech. Les tech, c'est des là que tu développes là-dessus, parce que même je suis pas très familier avec ça. Donc... Les tech, c'est plutôt numérique. Les deep tech, c'est plutôt à consonance scientifique, qui travaillent sur des projets plus fondamentaux, mais souvent liés à la science. Après, les deux peuvent se mélanger, mais quand on dit tech, c'est plutôt des apps. Quand on dit deep tech, c'est plutôt soit des biotech, soit des c'est ce que tu fais, c'est de la deep tech, donc. Oui, tout à fait. Et ça, dans la tech, un concurrent peut émerger rapidement
et renverser le marché. Dans la deep tech, c'est quelque chose qui est plus fondamental. Évidemment, il y a aussi beaucoup de concurrents, mais on a besoin de se projeter non pas à un marché qui change et qui va changer en fonction du comportement des utilisateurs demain, mais qui va vraiment avoir un impact sur les prochaines décennies. Donc c'est vraiment deux typologies de boîtes qui sont différentes, et le président de BlackRock, lui, commence à bien aimer les deep tech, et il veut des entrepreneurs qu'ils puissent leur expliquer en quoi est-ce que ça va changer le monde, non pas juste demain, mais pour les 15, 20, 30 prochaines années. Donc du coup, ça peut entraîner aussi un changement de stratégie de la part d'investisseurs qui vont qui prennent conscience aussi, j'imagine, des enjeux actuels et qui se disent ok, il y a peut-être quelque chose de positif qu'il va falloir que je raconte à mes enfants, et en plus c'est bon pour mon business, c'est un peu ça? Alors positif pour les enfants, ça lui fera plaisir. Après, positif pour le business, c'est vraiment ce qu'ils recherchent au jour le jour. Ce qui est important de voir pour ces fonds d'investissement-là, c'est qu'ils ont besoin de diversifier leur portefeuille, et qu'il y a des technos qui sont hyper intéressantes qui émergent, donc ils changent un petit peu d'attitude, mais bon bref, on leur demandera. Écoute, si t'as un contact avec le président de BlackRock, ça sera avec plaisir pour le recevoir. Ok. On va revenir sur la question du vivant, parce que c'est un sujet important, donc lié à la science, parce qu'on voit aussi beaucoup de choses qui se passent dans d'autres domaines, mais toi, c'est pas directement ce que tu fais, mais t'as des gens autour de toi dont tu me parlais qui commencent à bosser sur ces trucs-là, et finalement, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être liées à des manipulations génétiques, etc. Oui. Comment tu vois ça, en fait? C'est positif, ça soulève beaucoup de questions, c'est juste la marche naturelle des choses, en fait, La question sous-jacente dans tout ça, c'est souvent la question de la pure nature. On va venir dégrader la pure nature pour faire de l'homme une horrible monstre hybride auquel on va donner des nouvelles propriétés, etc. Mais il faut être très clair que la pure nature, même à l'ère de Rousseau, ça n'existait déjà plus. Ça n'existe pas, la pure nature. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on capitalise sur l'intelligence de la nature et qu'on fait quelque chose qui a un sens aujourd'hui pour nos besoins. Donc c'est en fait on continue, tu dis qu'on a finalement ça fait très 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 longtemps qu'on a déjà un peu dénaturé la pure nature, et que la suite logique des choses c'est d'utiliser des technos modernes pour continuer dans ce sens-là, c'est ça? C'est ça, c'est souvent une question nostalgique qu'on a, mais la nature elle-même se modifie tout le temps. Donc la nature, sa nature propre, c'est de se modifier ou de se faire modifier pour être plus en phase avec son contexte. Tu vois? Donc pour être clair, il va y avoir, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent aujourd'hui par exemple sur l'ADN. Je pense que tout le monde sera intéressé de savoir que demain plus personne n'aura de cancer parce qu'on va pouvoir modifier le chaînon d'ADN qui est problématique avec des technologies comme CRISPR, etc. pour faire en sorte que on va modifier le génome et en gros les chaînes d'ADN pour pallier à tous ces problèmes médicaux. CRISPR, c'est une techno de manipulation d'ADN, c'est ça. Si je comprends bien, tu dis finalement on le fait déjà, même tu peux prendre le fait de se vacciner, finalement c'est un truc artificiel, et qu'on continue en fait, on est capable aujourd'hui d'aller plus loin, donc c'est quelque chose qu'il faut continuer d'explorer, et que c'est toujours bon d'explorer des pistes scientifiques. En parallèle, il faut qu'il y ait un garde-fou qui soit un garde-fou éthique. On voit que en Chine, ils sont en train de faire des trucs assez border d'un point de vue génétique. Par exemple, oui, bon, tout le monde les connaît, hein, faire naître des agneaux, maintenant des humains dans des utérus synthétiques. Ils sont déjà aux humains en Chine, ou ils sont en train d'y travailler, ouais. Ils sont en train d'y travailler. D'accord. Ils nous ont fait des agneaux, mais il faudrait demander à Klaus Schwab, le fondateur du World Economic Forum, qui a écrit un bouquin là-dessus. Mais en tout cas, voilà, chaque évolution qui touche à la génétique et autres, ce qui est important, c'est qu'il y ait un garde-fou qui soit un garde-fou éthique. Voilà. Mais qu'en soi, modifier la nature, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est quelque chose que la nature fait elle-même. Elle le fait elle-même, on l'a fait, oui. Mais est-ce que là, ce qui est en train de se passer, c'est de nature différente? Est-ce que ça présente, ça pose des questions qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent? Enfin, j'ai l'impression en fait que justement, on arrive à développer un pouvoir qui est hallucinant pour modifier les choses, pour se modifier. Enfin,
Il y a des ouvrages qui parlent justement de réinventer une espèce, de modifier une espèce. Je pense notamment à Sapiens, tu vois, ou la suite de Sapiens sur Homo Deus d'Harari. C'est quoi? C'est des trucs qui te font flipper, ça? Ou tu te dis, mais finalement, c'est juste le sens de l'histoire et ça va se passer et c'est très bien et ça va nous sauver finalement? Je pense que c'est incontournable d'essayer, en tout cas. Je vais juste faire un petit parallèle historique. À l'époque, c'était interdit de disséquer des corps humains parce qu'on pensait que l'âme était à l'intérieur du corps et que si on l'ouvrait, l'âme allait partir. Donc c'était juste, on pouvait pas se développer d'un point de vue médical parce qu'on n'avait aucune compréhension de l'anatomie du corps, on n'avait pas le droit de l'ouvrir. L'Église interdisait de faire ça. De la même manière où Léonard de Vinci, il était obligé de crypter complètement tout ce qu'il faisait pour pas se faire choper et pas se faire emprisonner. Donc on en est un petit peu, finalement, c'est un parallèle que je trouve intéressant parce que on a un certain dogme qui nous dit on est déjà allé trop loin, arrêtons quoi, maintenant. Mais je pense que ça va plutôt nous apporter des solutions énormes. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un garde-fou parce que là on touche au cœur de ce qui fait de nous des humains tels qu'on les connaît. Comment il est organisé le garde-fou aujourd'hui? T'as une idée ou? Aujourd'hui, il est assez balbutiant le garde-fou parce qu'il n'y a pas eu. Ça dépend des pays, j'imagine. Ça dépend des pays, c'est assez obscur. On sait pas trop ce qui se passe en Chine, hein, par exemple. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'associations. Le gouvernement encadre un petit peu tout ça dans les pays comme les États-Unis, la France et autres. Mais que ce soit un champ de recherche, moi je trouve ça très bien. De la même manière qu'aujourd'hui, tout le monde est très content de pouvoir se faire transplanter un cœur s'il en a besoin, tout ça parce qu'on a une bonne connaissance du corps humain. Qu'est-ce que t'en dis? Non mais ça me paraît. Moi je pose des questions, hein. Justement, j'essaie de me faire un point de vue sur tous ces trucs-là. Je lis pas mal de choses, je parle à pas mal de gens, j'essaie de comprendre en tirant le fil où ça peut nous mener, quels sont les risques par rapport à tout ça, et du coup quel est le monde qui va émerger dans 30 ans. Et t'as plusieurs scénarios, tu peux avoir des scénarios où on tire certaines technologies, on tire le fil de certaines technologies et il y a des choses incroyables qui se passent et qui posent aucun problème. D'autres assez évidentes qui soulèvent des questions éthiques. Je sais pas, un gars qui est en train de greffer, un médecin italien qui veut faire une greffe de tête, ce genre de choses. Des manipulations génétiques sur l'ADN humain. Enfin. Certaines personnes ont tendance à dire que de toute façon, à partir du moment où la technologie existe, on le fera, on le testera, ça sera testé quelque part, et qu'à partir du moment où quelqu'un commence à le faire, ça ouvre la porte à la compétition et que donc on est obligé de suivre. Je dis n'importe quoi. Si demain effectivement les Chinois commencent à faire naître des bébés génétiquement modifiés 2 fois plus intelligents, comment se positionne l'Europe, comment se positionnent les États-Unis par rapport à ça? Donc je connais un peu ces questions, mais je les connais pas bien, et surtout je sais pas ce qui se passe dans cette communauté à laquelle t'appartiens. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Oui, bien sûr. Pour voir si je rate des choses ou si. Quels sont les technos que tu vois progresser le plus vite justement et que tu trouves passionnantes à côté de ton sujet? Je sais pas si t'as le temps de regarder ça, j'imagine un petit peu, mais quand tu te projettes justement à 10 ans, 20 ans, tu dis ok, ce truc-là, c'est en train d'accélérer, ça va être incroyable parce que ça va changer le monde ou ça va résoudre nos problèmes. Y a un truc auquel tu t'intéresses particulièrement ou? Les technos liés à la mobilité, ça bouge beaucoup et c'est vraiment super intéressant. Et par exemple, la mobilité, ça bouge beaucoup. Et Elon Musk est en train de truster lui toute la mobilité, que ce soit à travers Hyperloop. Enfin, il y a vraiment un fil commun entre Hyperloop, SpaceX, Tesla, Boring Company, etc. Les camions Tesla, qui sont électriques et autonomes. Enfin, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Mais ça doit être compris dans un espèce de mouvement global. C'est le marché, les marchés évoluent et les générations changent les choses. Par exemple, le fait d'être propriétaire d'une voiture, ça excite plus forcément les générations d'aujourd'hui. Ce qui est plus intéressant pour eux, c'est de gagner du temps. Donc d'être dans une voiture qui nous conduit à destination, et ils peuvent travailler en même temps dedans et faire autre chose, quoi. Parler de ponts aussi qui vont émerger entre différentes technos qui vont permettre justement l'apparition de choses auxquelles on s'attend pas. T'as des idées en tête? C'est quoi? C'est de mettre de l'intelligence artificielle partout,
Tu travailles avec d'autres de ces technos, toi, dans ton domaine, ou tu comptes travailler avec d'autres de ces technos? Donc tu parlais un peu de la génétique qui peut à terme faire sens parce que c'est du vivant, parce que c'est du bois, mais il y a d'autres choses auxquelles tu penses, ou Oui. dans la construction, par exemple? Alors, il y a les sphères biologiques, industrielles et digitales qui vont fusionner à un moment donné. Ça s'appelle la 4e révolution industrielle. Donc, on le fait déjà pas mal sur les projets qui sont liés à l'agriculture urbaine, où on est en train de mieux comprendre comment pousse une plante, quelle intensité lumineuse elle doit avoir, quel pourcentage d'humidité de manière optimale, tu vois. Donc, intégrer les sphères digitales et l'intelligence artificielle dans la production de la matière, c'est quelque chose qui est hyper émergent et hyper intéressant. Tout ça dans une logique d'optimiser le temps, les ressources, etc. Ça se fait où, ça? Ça se fait en France? Ça se fait un peu partout, dans les fermes urbaines. Il y a une start-up qui s'appelle Infarm à Berlin, qui justement fait de l'agriculture urbaine, mais ce qu'ils vendent d'eux, c'est un algorithme et tout un système qui permet d'optimiser comment les plantes poussent. Non pas vendre les salades eux-mêmes, mais les aider à pousser. Les aider à pousser plus vite. Et mieux, avec moins de ressources. C'est ça. Et vendre cette ressource-là aux agriculteurs, par exemple, pour que eux-mêmes utilisent moins d'eau, moins d'engrais, etc., pour faire pousser toute cette biomasse. Ok. Ouais, voilà, comme quoi. Pas mal. Ouais, il y a pas mal de choses qui se passent. Hein. Non, mais ça bouge de partout, et moi je constate qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être extrêmement positives et qui rendre très positives sur une certaine vision du futur. Mais du coup, c'est quoi, toi, ta vision du futur à 30 ans, pour élargir un peu, enfin, à 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, mais t'es en train de monter ta boîte, tu travailles sur un sujet concret qui est nouveau. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'excite? Il y a pas grand-chose qui me fait peur au niveau du futur. On va voir des choses extraordinaires qui émergent. Encore une fois, je suis un optimiste. Je pense que toutes les choses dangereuses, à un moment donné, elles vont être barricadées par le sens commun, quoi, par les gouvernements ou juste les peuples qui veulent pas de cette technologie-là, ou voilà. Mais le marché tire les choses, et à un moment donné, les peuples sont responsables de leur destin. C'est eux qui achètent au final. Les technologies n'émergent pas si personne les achète. Donc voilà, bon bref, je suis assez optimiste qu'il va y avoir une sorte de consensus. Les choses qui vont trop loin d'un point de vue manipulation génétique et autres vont être encadrées. Tout ça va être encadré. Mais à 20 ans, 30 ans, enfin, on est dans un des siècles les plus passionnants de l'humanité en termes d'innovation et de rupture. Donc il va y avoir énormément de choses. Difficile pour moi de te dire qu'est-ce qui va être le plus intéressant, ou qu'est-ce qui va me passionner, tant d'un point de vue mobilité pour la ville que d'un point de vue robotique, que d'un point de vue toutes les dispositions qui vont être mises en place pour, par exemple, le revenu universel. La technologie détruit plein de jobs. Ces jobs-là, à un moment donné, quand les gens vont être déplacés d'une industrie à une autre, il va falloir qu'ils se reforment. Enfin, les mouvements vont être peut-être violents, plus dynamiques, mais il va y avoir quelque chose qui doit être mis en place pour aider les personnes à changer de job. À l'ère où, on n'est plus du tout à l'ère de la spécialisation. Il faut que tous les enfants, on les éduque dans une ère de la multidisciplinarité. C'est ce qui protège le plus de se faire remplacer soi-même dans son job par une intelligence artificielle. Donc voilà, il va y avoir énormément de choses qui sont liées à l'éducation, au transport, à la médecine. On n'aura plus de cancer, on va être capable de vivre plus longtemps. Je vous parle pas de toutes les théories complètement incroyables que j'entends régulièrement sur l'homme qui va vivre jusqu'à 1000 ans, mais ou les biohackers, ou voilà, finalement s'augmenter soi-même, pouvoir voir dans la nuit. Bon, ça sera réservé qu'à une élite très fortunée, hein. Ça va pas être mis à disposition de tout le monde. Donc il y a des pour et des contre. On sait pas comment ça va se passer. En tout cas, ça va être encadré. Par exemple, si on imagine que, en gros, de manière très prosaïque, hein, certaines personnes vont avoir des super pouvoirs parce qu'ils vont pouvoir se modifier eux-mêmes et voir dans la nuit, par exemple. Ça va être disponible qu'à une élite très fortunée. Quid des autres? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un moment donné où il risque d'y avoir des inégalités, mais tout ça va être encadré parce que c'est leur job par le gouvernement. Donc c'est quoi? C'est plus une vision un peu à la Blade Runner, où t'as une cohabitation entre des technos hyper poussés, on continue de développer finalement le progrès de l'humanité, avec Qu'est-ce que tu penses justement aussi de l'avenir écologique? Ça, c'est une question moi qui m'intéresse beaucoup, et
Et je parle aussi, et j'invite des gens sur ce podcast qui sont plus sur des visions un peu plus noires, notamment par rapport à nos capacités à gérer nos ressources, à remplacer la manière dont on produit de l'énergie, etc. C'est quoi ta vision là-dessus? C'est pareil, tu te dis que finalement l'énergie n'est pas vraiment un problème et qu'on va trouver d'autres sources d'énergie, que le climat, pareil, on va arriver à trouver des choses, où tu te dis en fait tout ce que tu projettes, ça fonctionne si on arrive à résoudre ces trucs-là. Je pense qu'on va arriver à un état d'équilibre sur l'histoire des ressources. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et à un moment donné, quand on manque de quelque chose, on le trouve ailleurs et on comble nos besoins. Les mentalités vont peut-être évoluer, les ressources qu'on utilise vont peut-être shifter un petit peu, mais dans tous les cas, on va arriver à satisfaire nos besoins. Après, la question écologique est hyper large. Hein. On va arriver comment, c'est-à-dire que t'es optimiste sans pouvoir préciser, ou tu te dis finalement on a toujours trouvé d'autres énergies, ou alors on va se limiter tout seul parce qu'on n'en aura plus. C'est le marché qui tire tout ça. Donc l'énergie, que ce soit l'énergie qui est faite par la biomasse, donc méthanisation, la lignine, les biogaz, etc. Tu vois, finalement, le pétrole pousse dans les arbres. Ça s'appelle la lignine. Il suffit de la prendre, de l'extraire d'un degré de pureté assez élevé, de la méthaniser, on a du biogaz. Donc toutes ces technologies-là, elles ont le vent en poupe, mais elles font pas encore consensus global parce que c'est pas encore le moment. Il y a encore énormément de pression, du pétrole, etc. Mais en tout cas, il y a énormément de choses. Les arbres, il y en a eu de tout temps. Il y a plein de choses qu'on n'exploite pas encore. Voilà. Donc typiquement, t'es un bon exemple, et qu'une fois qu'on aura plus de pétrole, on saura les exploiter parce que ça deviendra rentable. C'est un peu ça la logique. Voilà, on se doutait pas que le pétrole poussait dans les arbres, et pourtant c'est le cas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore exploitées. Alors le pétrole pousse dans la lignine. Oui, alors okay. la lignine, c'est un peu ce qu'on peut appeler dans les arbres l'or vert, c'est-à-dire que c'est une macromolécule, la lignine. Moi je la connais bien puisque je travaille sur les arbres. On peut l'extraire et après on peut la méthaniser. Donc on la met dans un méthaniseur et on la transforme en biogaz. Et ça c'est une forme d'énergie. Et donc c'est pour ça que on pensait pas qu'il y avait de l'énergie dans les arbres, qu'on pouvait la capter pour servir nos besoins humains à nous. Donc ça c'est juste un exemple parmi d'autres. C'est une piste assez émergente, hein, la méthanisation de la lignine. C'est pas extrêmement courant, mais c'est très très émergent. Mais encore une fois, c'est complètement de l'énergie renouvelable, de la même manière que le solaire ou l'éolien, c'est une forme d'énergie qui est super, qui est infinie. D'accord. Donc en gros tu te dis que finalement il y a plein de choses qu'on commence à découvrir tu dois nous donner espoir par rapport à ces choses-là, parce qu'il y a un besoin, et parce que finalement il y a plein de sources qu'on ne connaît pas encore. Bien sûr. Et que donc on a plein de raisons d'espérer, parce qu'on a l'intelligence humaine arrivera à trouver des solutions, quoi. C'est un peu la logique. Ouais. Ok. Une question que je pose aussi régulièrement, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans les médias, ou dans ce que t'entends dire justement sur ces sujets-là? C'est quoi? Est-ce que c'est le pessimisme, ou est-ce que c'est d'autres choses, ou est-ce que c'est l'incompréhension de la science, de tes sujets, notamment depuis que t'es revenu en France? Parce que ça fait combien de temps que t'es revenu en France? Ça fait 2 ans. Ok. Est-ce que t'as vu des choses? Alors déjà, pourquoi t'es revenu en France? J'aimerais bien savoir ça. Et puis, est-ce que tu vois des choses qui t'énervent, et que tu voudrais expliquer mieux, ou... Oui, bon, qui m'énerve, oui, il y a pas mal de choses qui m'énervent, mais... Tu peux développer. Mais bon, c'est comment dire, c'est un écosystème qui est assez émergent en termes entrepreneurial. Ça peut être quelque chose dont on parle pas assez aussi. Aux États-Unis, Silicon Valley, ou même côte est, Boston, New York, il y a plus une culture entrepreneuriale. Mais disons que ce qui peut m'énerver, moi, aujourd'hui en France, c'est que je trouve que l'entrepreneuriat est une industrie relativement moutonnière, où on se parle d'intelligence artificielle. Alors tout le monde veut faire de l'intelligence artificielle. On parle, on a parlé des box, hein, il y a quelques années, et tout le monde voulait faire des box. Finalement, on manque dans certains milieux d'une vision vertueuse à long terme, en fait. Et donc voilà, ça peut, enfin ça m'énerve de voir que il y a des phénomènes de mode et qu'on se pose pas la question de à quoi ça va servir. C'est ça. Question un peu amusante là, et puis on va finir avec une petite question de clôture. Si tu étais en position de pouvoir, tu peux prendre, je sais pas, Bill Gates, Macron, président du CAC 40, qu'est-ce que tu ferais différemment, soit pour accélérer les choses dans ton domaine, soit pour résoudre des problèmes par rapport aux enjeux du futur?
C'est une grosse question, hein, mais je trouve que je la trouve intéressante parce que on a tendance à finalement à pas se la poser et à être très critique et à dire il faudrait faire ça différemment, etc. Mais du coup, ça ouvre aussi sur une réflexion sur la difficulté aussi d'exercer le pouvoir et des limites aussi de certaines formes de pouvoir. Donc, qu'est-ce que tu changes pour débloquer certaines choses qui sont bloquées aujourd'hui, pour mieux parler de certaines choses, etc. Moi, si j'étais en situation de pouvoir, je pense que la première chose que je ferais, c'est vraiment de me pencher sur la question de l'éducation. Parce que pour construire le monde de demain, il faut des bâtisseurs du monde de demain et ils doivent être formés d'une manière spécifique. Encore une fois, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il va y avoir des pressions qui vont être liées à l'intelligence artificielle, à la robotique, qui posent la question, nous, au jour le jour. Par exemple, les personnes qui travaillent à faire des tâches rébarbatives vont facilement pouvoir être remplacées par des robots. Ce qui va le plus nous protéger, nous, de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc., ça va être le fait d'être irremplaçable dans le sens où ce qui rend l'homme homme, c'est, par exemple, tous les jobs qui sont liés à la créativité ou à la multidisciplinarité, ou à la psychologie, ou aux sciences cognitives, etc. C'est des choses qui pourront jamais être remplacées par des robots. Parce que qui est mieux placé qu'un homme pour comprendre un homme, ou pour être créatif, etc. Donc faut pas nécessairement apprendre aux gamins à coder, mais plus justement à développer... Alors je vais être assez dark, moi je pense que les codeurs, c'est vraiment les ouvriers du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est des lignes et des lignes de code, mais il faudrait... sortir des lignes et des lignes de code, c'est un job qui est certes un job intellectuel, mais qui est extrêmement spécialisé. Et qui peut-être un job de machine de main. Oui. Pas dans la merde s'ils commencent à modifier leur propre code. Ouais, ils peuvent très bien commencer l'intelligence artificielle, mais alors ça c'est vraiment tous les grands films de science-fiction. Hein. Ils peuvent créer leur langue à eux et puis qu'on pourra plus comprendre. Ou alors ça sera une espèce d'énorme énigma à répétition où on n'arrivera plus à décoder ce qu'ils racontent. Mais bon, bref, avant d'en arriver là, on a quand même il y a un petit peu de chemin, ouais. J'ai bien compris. Question de fin. Est-ce que tu as deux questions? Déjà, j'aimerais savoir un peu quelles sont tes priorités pour 2018? Quels sont les sujets que tu explores? Est-ce que c'est de développer ce que t'as déjà entrepris, de quelle manière, ou alors est-ce que t'as d'autres sujets que tu vas commencer à ouvrir? Je vais être assez rapide. C'est tellement prenant de monter une boîte que ça m'occupe jour et nuit, donc j'ai pas d'autres activités. Et ce qui est important, c'est d'amener cette technologie-là sur le marché parce que c'est ce qui me réveille tous les jours. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est d'amener cette techno sur le marché. C'est un peu ma raison d'être, quoi. Donc voilà, en 2018, elle va être disponible sur donc les premiers marchés qu'on a visés, et j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que le marché répond à tout ça. Ok. Donc pour finir, est-ce que tu as un ou deux bouquins qui t'ont particulièrement marqué, que tu conseilles, donc soit sur ce qui t'ont marqué personnellement, soit plus particulièrement sur ton sujet ou sur les sujets dont on a parlé? Tout à fait. Alors, celui qui est le plus important et que je recommande à quiconque de lire, surtout dans une perspective de comprendre ce qui va se passer demain, c'est de Jeremy Rifkin, Zero Net Margin Society, et ça, moi, ça m'a ouvert beaucoup de chakras. Sinon, j'aime beaucoup aussi... donc la société du coût marginal zéro. C'est ça, ouais. Jeremy Rifkin qui est quand même incroyable. Voilà. Et sinon, Klaus Schwab qui a écrit donc le fondateur du World Economic Forum sur la 4e révolution industrielle, justement comment vont fusionner ces sphères digitales donc liées à l'intelligence artificielle biologique et industrielle. Ça va être fascinant, quoi. On entre dans une nouvelle ère, donc voilà, c'est les deux bouquins que je recommanderais. Ouais. Je l'ai reçu aujourd'hui. Ah bah tu vas t'éclater. Ça tombe bien. Merci beaucoup, Timothée. Je t'en prie, Julien, merci beaucoup. À bientôt. Et à bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain, et ça bouge. À très vite.